Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, Justine de France ne pouvait rêver meilleure patronyme. Cette enseignante d'histoire et géo remixe sa matière de prédilection sur YouTube. La prof, c'est notre influenceuse à suivre. Il a vu de la lumière en studio, il est rentré, mais surtout il a des idées derrière la tech. C'est Guillaume Gralet du magazine Le Point. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Aujourd'hui, tu nous emmènes dans la mobilité, j'allais dire, d'un autre niveau. On va parler voitures volantes. Tu les as vues, elles existent vraiment. Oui, elles existent vraiment. Il y a quelques petits réglages réglementaires à faire, mais ça fait vraiment rêver Marjorie. Je t'en parlerai tout à l'heure. Absolument, on en parle avec toi dans un instant. Notre question du jour. Selon le World Economic Forum, 65% des enfants qui entrent au primaire aujourd'hui exerceront des métiers qui n'existent pas encore. Alors, est-ce qu'il faut faire des têtes bien zen plutôt que des têtes bien pleines? Comment aider justement ces jeunes à développer leur savoir-être au pluriel en complémentarité avec les savoirs tout court? Et si le bien-être à l'école devenait le nouveau socle de la qualité des apprentissages? Pour en parler, deux fondateurs d'EdTech qui ont étudié la question de très très près. Solène Boquillon, le Go As You, CEO de Soft Kids. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Bonjour. Bonjour à vous Solène. Et Marc Singer, vous êtes le président fondateur des Amis Zen. Et vous l'avez très bien dit, bonjour. Comme ça se prononce, les Amis Zen avec deux Z même, s'il vous plaît. Mais d'abord, focus. Quand YouTube vous amène sur les bancs de l'école, ou plutôt à devenir enseignante, eh bien c'est le parcours inversé de Justine de France. Édouard Deniau nous en dit plus sur cette prof, pas comme les autres. Grâce à elle, le Moyen-Âge n'aura plus aucun secret pour vous. Justine de France est derrière la chaîne YouTube La Prof. Son domaine de prédilection, vous l'aurez compris, c'est l'histoire et plus particulièrement le Moyen-Âge. La Prof nous révèle des histoires et des anecdotes qu'on ne retrouve pas à l'intérieur des livres d'histoire géo. Elle propose à ses abonnés une manière différente d'aborder cette matière parfois difficile. Justine de France a fait de sa passion son métier. Elle était déjà vulgarisatrice sur YouTube avant de devenir professeure dans le secondaire. Depuis 2014 et le lancement de sa chaîne La Prof, Justine de France n'hésite pas à se déguiser et à se mettre en scène pour faire passer des contenus pédagogiques parfois complexes. Sa recette est toujours la même, beaucoup d'humour, une touche d'autodérision et énormément de pédagogie. Parmi les cours les plus en vogue, celle d'Aliénor d'Aquitaine, petite fille du premier troubadour, Guillaume IX d'Aquitaine, contribue à diffuser l'art du trobard au-delà des terres du Midi. En effet, elle épouse d'abord le roi de France Louis VII, puis le roi d'Angleterre Henri Plantagenet et reçoit des troubadours dans toutes les cours où elle s'installe. Elle transmet sa passion à ses enfants, qui épousent à leur tour plein de gens importants un peu partout en Europe, et paf, ça fait des troubadours. Avec près de 60 000 abonnés et quasiment 2 500 000 vues, La Prof s'est imposée comme l'une des youtubeuses d'histoire les plus suivies sur Internet. Mais Justine de France ne s'arrête pas là, parce qu'elle a également sorti son premier livre, intitulé « La vie quotidienne au Moyen-Âge ». Et voilà, de YouTube jusqu'au métier de prof. Évidemment, on peut aussi inverser la tendance. Guillaume, c'est intéressant ce que ça nous dit de l'envie de transmettre et de l'envie de partager les savoirs. Oui, puis je pense qu'on peut, ce que je trouve très sympa, c'est qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça peut donner envie à des personnes qui peuvent avoir peur d'un livre d'histoire un peu ennuyeux de se plonger dans notre histoire. Et c'est tout toi, Guillaume Gralet, bien évidemment. Justement, on va aborder notre question du jour et ouvrir cette première partie de Talk. Inspirer, expirer, on pratique le zen dans l'éducation. Tout de suite. Et vous le savez, aujourd'hui, pour en parler, on est en plateau avec Solène Boquillon, le Go As You, CEO de Soft Kids, et Marc Singer, président fondateur des Amis Zen. Alors, vous vous intéressez tous les deux à un public qui est très particulier, c'est celui des 6-10 ans. Ces 6-10 ans, on est entre le CP et la fin du CM2 ou le début de l'entrée en 6e. L'idée, c'est de pouvoir leur donner la chance d'acquérir des compétences peut-être différentes que celles des purs savoirs même. Vous avez tous les deux finalement une approche assez holistique de l'éducation. Solène, on va démarrer avec vous parce que vous avez 15 ans d'expérience, je crois, dans les ressources humaines et c'est justement d'un constat que vous êtes parti pour revoir les basiques, pour proposer justement à ces enfants d'acquérir des savoir-être en complément des savoirs tout court.
Vous avez utilisé finalement, nous, un chiffre qu'on adore ici dans l'école du futur, qu'on répète assez souvent, 85% des métiers de 2030, de demain donc, n'existent pas encore. Oui. En fait, donc, j'ai une carrière à l'international dans une entreprise anglo-néerlandaise dans laquelle, dès 2005, j'avais été embauchée uniquement sur mes compétences socio-comportementales. Le recruteur n'avait absolument pas regardé mon CV et mes compétences académiques. Et il avait testé ma volonté d'aboutir, ma capacité à collaborer avec les autres et ma capacité d'analyse et de synthèse, comment je prenais un sujet et je le décortiquais. Et puis, tout au long de ma carrière, en fait, ma carrière s'est faite grâce à mes compétences socio-comportementales. Et très souvent, je me disais, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas appris ça à l'école ? Par exemple, la première semaine, j'avais eu des formations en diversité et inclusion, les micro-inequity, la manière de voir les biens conscients des uns et des autres, des formations en collaboration, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, j'ai été donc DRH à l'international pour une entité qui avait des activités très transactionnelles, donc qui peuvent être remplacées par l'automatisation, l'intelligence artificielle. Et donc, on me demande de définir quelles compétences on aura besoin à 2025-2030. Et c'est là que j'apprends que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Et donc, je me dis, mais comment préparer au mieux ces enfants ? Et je me dis aussi, mais pourquoi attendre d'être adulte et d'être dans le monde de l'entreprise pour commencer à travailler sur ces compétences socio-comportementales ? Et il s'avère qu'en faisant des recherches, j'ai vu que dans d'autres pays, et principalement les pays anglo-saxons, en fait, ont cultivé les compétences socio-comportementales dès le plus jeune âge. À titre d'exemple, aux États-Unis, il y a des cours de life skills, où en fait, on va expliquer aux enfants, par exemple, comment s'habiller le matin en fonction de la météo, de l'événement où on va, etc., avec des fiches à remplir. Voilà. Mais en France, on n'en est pas encore là. Et donc là m'est venue l'idée donc, de développer ces compétences socio-comportementales dès le plus jeune âge, parce que il y a un triple bénéfice qui a été montré notamment par les prix Nobel Ekman et Coates, qui ont eu le Nobel en 2013, qui démontrent que plus tôt on développe les compétences socio-comportementales, donc en fait ils ont suivi un groupe d'enfants pendant 30 ans, de la maternelle à l'entrée dans la vie active, et en fait ils ont déterminé qu'ils avaient des meilleurs résultats académiques, des meilleurs jobs, un meilleur niveau de salaire, mais aussi un meilleur niveau de bien-être. Ouais, et ça, c'est une enquête, évidemment, qui se fait au long cours. Il faut suivre le parcours de ces enfants jusqu'à l'âge d'être jeune adulte et d'entrer dans la vie active. En effet, c'est une enquête de longue haleine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, que ce soit vous, Marc, avec Zamizen ou Solène avec Soft Kids, vous donnez finalement des clés à ces enfants pour plus d'agilité. C'est un peu un GPS de vie pour qu'ils puissent justement s'orienter, être capables de répondre à toutes les situations, Marc ? Alors... Oui, on peut dire ça. Tout à l'heure, Solène a mentionné le mot de life skills. Hein, ça veut dire les compétences de vie, les compétences qui nous permettent de faire face aux événements de la vie de tous les jours en étant heureux. Et on peut dire que ces compétences-là, on commence à les acquérir très petit. Je dirais même peut-être que dès la naissance, on est déjà dans l'aventure de la vie. Hein, donc, pour compléter votre présentation tout à l'heure, on s'intéresse à cette acquisition chez les Zamizen à partir de la maternelle, en fait, 3-4 ans. Parce que c'est déjà un moment où les enfants sont en relation les uns avec les autres, où se posent toutes les problématiques émotionnelles, relationnelles. Et les enfants sont des personnes à part entière. Donc leur vie quotidienne à la maternelle, à l'école primaire, plus tard au collège, on a vraiment le souci qu'elle soit aussi épanouie, heureuse que possible. Donc on travaille pour ça, nous, pour le bien-être, l'épanouissement, le bonheur des enfants, là où ils sont dès les premiers âges de la scolarité. Oui, puisque l'interaction sociale se fait tout de suite. On va revenir après en détail sur la partie méditative des programmes chez Zamizen notamment. Mais d'abord, vos applications, elles proposent finalement à ces enfants des mantras quelque part, comme « apprends à mieux te connaître »,« apprends à mieux vivre avec les autres », c'est notamment le cas chez Soft Kids, Solène. Ça développe quoi ? La confiance en soi, l'esprit critique, l'empathie aussi ?
Oui, clairement, nous, donc c'est des programmes avec de la gamification, des mini-jeux. Tous nos programmes commencent par apprends à mieux te connaître. Donc, en fait, l'enfant va faire une évaluation de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Est-ce qu'il connaît, par exemple, ses qualités? Est-ce que, quand il a quelque chose en tête, est-ce qu'il est capable de le dire pour, par exemple, l'esprit critique? Et ensuite, on va lui donner des petites astuces pour pouvoir... Moi, je parle de cultiver les soft skills, donc pour pouvoir cultiver la compétence au quotidien. Et sur 50% des programmes, il y a un accompagnement familial, c'est-à-dire qu'on lui dit fais ça avec tes parents. Ou alors, quand c'est dans le cadre de l'école, c'est l'enseignant qui va déclencher une discussion en classe sur le sujet. Mais vraiment, l'idée, c'est de cultiver le vivre ensemble. Sur l'esprit critique, par exemple, on apprend aux enfants que c'est d'accord de ne pas être d'accord, parce que quand on est en primaire, il y a une pression du groupe où on va toujours vouloir être d'accord avec le copain, ou alors si on n'est pas d'accord, on est mis de côté. Donc, on leur dit c'est d'accord de ne pas être d'accord. Sur le vivre ensemble, on leur explique un petit peu toutes les coutumes qu'il peut y avoir dans d'autres pays, ou même la diversité culturelle qu'ils peuvent avoir dans leur classe. Et sur la persévérance, on leur dit que y a la technique des petits pas, et qu'il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils n'arriveront jamais à faire tous leurs devoirs d'un coup et que ça va être trop long, qu'ils peuvent y aller petit à petit. Donc voilà, on leur donne les outils pour qu'ils cultivent l'ensemble de ces compétences socio-comportementales. Des outils et du pragmatisme aussi. On est à hauteur d'enfant. Marc, vous le disiez chez vous, les enfants démarrent leur apprentissage de la méditation sans savoir vraiment que c'est de la méditation, d'ailleurs, dès 3-4 ans. Solène, chez vous, ça démarre à 6 ans. L'idée, c'est quoi aussi? C'est de montrer que dès tout petit, on peut commencer à former à l'autonomie. Bien sûr, c'est vraiment pour construire cette autonomie, cette indépendance, cette liberté. Et cette liberté aussi de collaborer, d'entrer en relation, dans une relation riche avec les autres. Donc les deux s'articulent de très près. La relation à soi, la relation à l'autre. Et donc toutes ce travail autour des émotions, il vise précisément à permettre aux enfants de ne pas avoir peur de leurs émotions. Lorsqu'on est un enfant, on vit des émotions très fortes. Dans la vie adulte aussi. Oui, je vous rassure, il y a de très grands enfants qui vivent aussi des émotions et qui ne savent pas toujours très bien les gérer. Voilà. Je ne dis pas ça pour Guillaume Rallet, bien évidemment. Ce serait moche de ma part. Non, mais c'est vrai que il n'y a pas d'âge pour ça, mais peut-être la spécificité des enfants, c'est qu'ils découvrent encore plus que nous des situations, peut-être. Exactement. En fait, leur vie quotidienne, c'est une vie d'apprentissage. Ils ne font qu'apprendre, les enfants. Et pour ce qui concerne les attitudes, les comportements, les valeurs, donc ce qu'on appelle les soft skills, ils apprennent beaucoup plus par l'observation et l'imitation que parce qu'on leur explique les choses, voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants vous-même, ils vous regardent, ils observent comment vous réagissez lorsque, par exemple, quelque chose vous met en tension, en colère. Qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes stressé, enfin, etc. Et donc, l'idée des Amizel, c'est de dire il faut en fait introduire la question des émotions en partant de là. Donc, on écrit des histoires, on raconte des histoires en images et en chansons aux enfants, de manière à ce qu'ils puissent rentrer de plein pied dans ce sujet des émotions, en montrant par des scénettes très, très simples, mais qui ressemblent à leur vie de tous les jours, les enjeux de la confiance en soi, les enjeux de la relation à l'autre, et c'est comme ça qui rentre dans le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors chez vous, Solène, il y a de la gamification, en effet, il y a un jeu notamment avec les gouttes d'eau, on va pouvoir justement accumuler ces gouttes, comprendre comment on les gère, comment ces petites gouttes font des rivières finalement, voilà, c'est un peu ça aussi la philosophie. Des arbres, et à la fin on cultive un jardin. Et chez vous, Marc, c'est un chat qui permet à ses enfants de pouvoir s'approprier la méditation, comprendre comment ça fonctionne. Ça leur permet quoi, ce chat Voltaire que vous portez si bien sur votre t-shirt? Oui. Ça leur permet finalement de dédramatiser la méditation, de se dire que, tiens, s'il y a un grand chat qui arrive à le faire, ils peuvent le suivre Absolument. Aussi. Absolument. Et c'est surtout, ça permet de montrer. Parce que c'est piégeux, le mot de méditation. En fait, la plupart du temps, on s'aperçoit que s'il y a 3-4 personnes, comme on est là, autour de la table, probablement, les représentations autour de ce qu'on fait lorsqu'on essaie au moins de méditer peuvent être très différentes. Donc là, on ramène les choses à du simple, à du concret et à de l'explicite.
Voltaire, il se pose. La première chose, pour comprendre finalement les gestes de la méditation, c'est d'observer le corps qui se stabilise. On arrête d'agir, de faire des choses. Le deuxième temps, c'est aussi le regard qui décroche de tout ce qui peut nous intéresser à l'extérieur. Donc une deuxième forme de tranquillité ou de silence qui s'installe. Et puis ensuite, l'attention portée sur la respiration et comment ça se passe. Vous voyez, rien de très compliqué. Oui, ce qui est intéressant, Solène, vous le disiez tout à l'heure, évidemment, avec ce passé, notamment cette carrière dans les RH à l'international, je crois que Soft Kids aussi est présent dans une 50aine de pays, si je ne m'abuse. C'est ça. Il y a cette idée de se dire que dans les pays scandinaves notamment, on utilise les soft kids, j'allais dire, mais les soft skills, peut-être les soft kids aussi d'ailleurs, et la méditation quasiment au quotidien. C'est intéressant parce que la méditation aujourd'hui dans ces pays-là a remplacé les heures de colle. Plutôt que de se faire punir sans avoir compris pourquoi on l'était, eh bien on essaie de comprendre, de revenir sur les raisons de ces erreurs plutôt que de les reproduire. C'est un exemple à suivre, ça, Marc? Alors là, je ne connais pas celui dont vous parlez. Mais il est exact que les pratiques de calme et d'attention, pour ramener les choses encore une fois à du simple, parce que le mot méditation peut porter à confusion ou à incompréhension. Donc les pratiques de calme et d'attention sont largement en place, on va dire, dans les pays du Nord. Je pense notamment aux Pays-Bas, mais dans d'autres pays comme le Québec, par exemple aussi, puis à d'autres endroits. Et elles ont... alors je ne sais pas si c'est une bonne idée de remplacer un temps de punition par un temps de méditation. Mais en tout cas, je pense que c'est sortir d'une logique, d'une certaine logique, d'un certain rapport à l'échec, à l'erreur, à la faute, d'une certaine manière. Ça me paraît très, très positif. Et le comparatif international que vous pouvez dresser avec l'utilisation, encore une fois, d'autres applications, Solène, dans une 50aine de pays, ça nous amène à tirer quelles conclusions? Qu'on est parfois un peu en retard sur l'appropriation de ces notions en France? Oui, on est très en retard. Alors, au niveau de l'éducation nationale, ça se réveille. Notamment l'année dernière, il y a le rapport Aide professeur au XXIe siècle, dont il y a la moitié du rapport qui est consacré au développement des compétences socio-comportementales et qui donc, ce rapport a été fait par le Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui incite l'ensemble du corps enseignant à mettre plus de compétences socio-comportementales dans leurs pratiques pour d'abord réduire l'échec scolaire et ensuite améliorer le bien-être à l'école. Donc c'est un peu les deux axes. Donc ça commence à bouger, mais on est, moi c'est le chiffre que je répète le plus, on est 62e sur 65 des pays de l'OCDE au niveau de la confiance en soi des élèves. Et idem sur l'anxiété des élèves, on est 62e sur 65. Ce qui veut dire qu'on a une école dans laquelle les élèves n'ont pas confiance en eux, sont stressés, et ce qui, de mon point de vue, peut expliquer pourquoi on a aujourd'hui un élève sur 5 qui est en échec scolaire. Et on va revenir en détail dans la deuxième partie de cette émission sur le bien-être à l'école. Est-ce que ça peut devenir un nouveau socle pour de meilleurs apprentissages? Mais d'abord, vous parliez justement du fait que l'éducation nationale en France se réveille un peu. Il n'y a pas que l'éducation nationale qui se réveille visiblement. La Ligue de l'enseignement, la Fédération des parents d'élèves, FCPE, et l'UNSA Éducation aussi, début janvier, un député LREM sortant, il ne se représente pas d'ailleurs pour sa législative, Gaël Le Bohec, qui avait déjà tenté des expérimentations sur la méditation, justement, dans sa circonscription pour réduire le stress et les inégalités à l'école, préconisé auprès de l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer d'étendre cette expérimentation dans d'autres écoles françaises. Des associations se sont quand même emparées de la question en disant qu'il fallait commencer à regarder quand même à quel point la méditation guidée, on parle bien de cette pratique en particulier, pouvait entrer sur les bancs de l'école. Est-ce qu'il y a quand même une réflexion à avoir encore autour de ça? Il y a un principe de précaution, Marc, qui est appliqué en France? C'est une situation qui est complexe. Je pense que la Ligue des droits de l'homme est parfaitement dans son rôle lorsqu'elle pose la question de qu'est-ce qu'on fait entrer à l'école en termes de pratique, par exemple celle de la méditation. Il y a une 60aine d'années, s'était posé la même question pour le yoga. Il a fallu le temps
qu'on découvre de quoi il s'agit, qu'on puisse se tranquilliser sur les apprentissages dont on parlait. C'est la première chose. La deuxième question que pose la Ligue, c'est qui intervient dans l'école. Voilà. Donc ça, c'est deux choses très importantes. Notre réponse par rapport à ça, chez les Amis Zen, parce que moi je parle en notre nom, en travail qu'on fait, c'est que l'ensemble des exercices qui sont proposés sont accessibles, tout le monde peut les regarder dans le détail, et donc tout est transparent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous n'intervenons pas dans les classes. C'est un programme qui est conçu entièrement pour que les enseignants puissent développer dans la classe des exercices, des activités qui permettent aux enfants de rentrer dans l'apprentissage des émotions, des soft skills, tels qu'on les évoque depuis tout à l'heure. On sait aujourd'hui que c'est une nécessité. Tout à l'heure, Solène l'a dit, on n'est pas très bien placé, c'est le moins qu'on puisse dire parmi les pays de l'OCDE, et Stanislas Dehaene, le président du Conseil supérieur de l'éducation nationale, l'a répété à plusieurs reprises sur France Inter, sur France Culture, en disant « il faut qu'on change notre école. Elle ne prend pas assez soin des enfants, et notamment de leur bien-être. Les pratiques dont on parle, les pratiques de calme et d'attention, sont des exercices très simples qui sont aujourd'hui reconnus par le ministère de la Santé, qui sont nommés par l'UNICEF, par exemple, très précisément, et qui permettent d'aider les enfants à réguler leur stress, à prendre conscience du niveau de tension et comment on fait pour faire redescendre. Ça, c'est ce bénéfice-là qu'on vise. Tous les exercices sont parfaitement décrits, très faciles d'en prendre connaissance. Et voilà. Et ce qui nous paraît le plus important, c'est ça. Après, comment on le nomme, pas très important. Et on revient dans un instant, évidemment, sur cette notion même de bien-être à l'école pour des enfants plus zen et plus à l'écoute, finalement, des autres apprentissages tout court. Mais d'abord, je ne sais pas si ça va être très zen, mais on va faire un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de Cheryl Jessica Isengay. Science and magic. Under this table is a mirror angled at 45 degrees, which reflects the opposite side. That makes it look like you can see right through it. The label on the top gives the delivery people the instructions, and it works like magic. I haven't lost a single package yet, because a porch pirate won't steal something if it isn't even there. Game over. Yep, look at that. And what do you feel in your hand when that happens? Do you feel your fingers moving? 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Solène Boquillon, le Go As You, la CEO de Soft Kids, l'ai-je bien dit? Oui, toujours, ça me fait plaisir. Et Marc Singer, le président fondateur des Amis Zen. Dans un instant, on continue à comprendre comment le bien-être, les soft skills, ces compétences, ces savoir-être peuvent justement nous permettre de mieux apprendre à l'école, tout court, et de mieux justement apprendre pour le reste de la vie. Mais d'abord, quelqu'un qui a beaucoup appris de la vie, c'est Guillaume Gralet. Je suis sûre qu'il a une idée derrière la tech.
Et Guillaume qui me regarde en me disant mais qu'est-ce que sont que ces transitions hasardeuses? Oui, elles sont hasardeuses, mais ça tombe bien parce que, alors je peux pas dire que c'est une tech hasardeuse, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, mais ce sont les voitures volantes. Alors c'est vrai qu'on s'était dit que cette mobilité du futur n'en était qu'à ses balbutiements. La période de la pandémie, notamment du Covid, a pas mal stoppé les recherches en la matière, notamment sur du véhicule volant et totalement autonome. Et pourtant, tu nous dis que ça y est, on est peut-être prêt à décoller enfin. Oui, c'est un vieux rêve de science-fiction qu'on pourrait lire dans des Jules Verne. Et en fait, ce qui a attiré mon attention, Marjorie, c'est une déception. La déception qui a été formulée en 2013 par Peter Thiel, un entrepreneur très connu de la Silicon Valley, qui expliquait « On nous a promis des voitures volantes et tout ce qu'on a eu, c'est des messages de 140 caractères. » Alors bien sûr, Marjorie faisait référence au tweet, au message sur Twitter. Et il y a 2 ans, Reid Hoffman, un autre entrepreneur assez connu, ils ont co-créé PayPal ensemble avec Peter Thiel, a expliqué, non seulement on a eu des messages à 280 caractères, il faisait une allusion au changement de messages de Twitter, mais surtout, on a de plus en plus de modèles de véhicules volants, et il a raison, parce que lorsqu'on regarde les véhicules qui sortent, qui sont prêts à décoller, il y en a plusieurs. Il y a notamment le modèle du Slovaque Klein Vision, qui, comme le modèle du chinois Xipeng ou encore Lilium, peut décoller à la verticale. On appelle ça des VTOL. Ce sont des véhicules qui seront probablement des taxis dans un premier temps. Il y a également beaucoup d'innovations chez Joby Aviation. Là, on est un modèle américain qui est extrêmement silencieux, beaucoup plus silencieux qu'un hélicoptère. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il a noué un partenariat il y a très peu de temps avec SK Telecom, un opérateur coréen. L'idée, c'est dans des zones extrêmement denses, parce qu'en Corée du Sud, il y a quand même 40 millions de personnes qui vivent dans des milieux denses, c'est d'éviter les bouchons et à terme de pouvoir littéralement nous permettre de décoller pour aller d'un point à un autre. Ouais, ces lignes donc de mobilité qui s'intercalent à la verticale. Et on voit qu'il y a des notions d'ailleurs un peu inattendues de ces véhicules volants. Des véhicules volants, c'est bien, mais comment on fait pour réussir à les canaliser? Il faut bien un aéroport, il faut bien un lieu pour réussir à pouvoir les concentrer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a énormément de défis techniques et réglementaires à relever. Et effectivement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est lorsqu'on va au cœur de l'Angleterre, tout près de Birmingham, on est dans les Midlands, la ville de Coventry a créé un centre de préfiguration d'un aéroport pour véhicules volants. Alors, il faut avoir un tout petit peu de patience parce qu'à partir de 2023, ça sera d'abord pour des drones qui vont livrer des marchandises et seulement à partir de 2025, des rampes de lancement de 14 mètres de large qui devront permettre à ces véhicules volants de prendre leur envol. Ici également, c'est ce qu'on appelle un vertiport, c'est de décentraliser, de permettre de desservir des zones ultra denses. Le vertiport qui entre désormais dans le vocabulaire de l'école du futur, vous l'aurez compris. Dans ces vertiports, les véhicules décollent à la verticale. Est-ce que la réglementation et la régulation décollent aussi de la même façon? Oui, alors effectivement, donc il va falloir imaginer un nouveau code de la route en l'air, avec des panneaux de signalisation. On ne sait pas trop par qui ils vont être lus. Tout ça, c'est en discussion. Il va falloir imaginer une circulation centralisée avec l'existence de tours de contrôle. Mais il y a des recherches que je trouve très intéressantes, et c'est notamment l'Université du Michigan qui bosse là-dessus. C'est sur la pollution visuelle. Il va falloir s'habituer, si un jour ces véhicules volants se généralisent, à lever les yeux au ciel et à être un peu inquiet de tout ce qui se passe au-dessus. Donc, on voit quand même qu'il y a des progrès. Il y a l'Agence européenne de la sécurité européenne qui a homologué une voiture volante aéromobile. Cette voiture peut aller à 160 km au sol, 260 km en vol. C'est très intéressant, tous ces modèles en fait, qui vont se replier sur Terre. Ce que je pense, pour rester très réaliste, c'est qu'on va voir se multiplier des véhicules comme la moto volante X-Turismo. Vous savez, on en avait découvert une, Marjorie, avec Ludovic Lazaret en Savoie. Ces motos volantes, ces véhicules volants vont servir dans un premier temps en cas de catastrophe naturelle pour aller au secours de personnes qui sont ensevelies, par exemple. Je sens que ça va être le nouveau véhicule de prédilection de Gaël Musquet très, très prochainement. Ces voitures volantes et ces motos volantes aussi, notamment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'un nouveau, pour ceux qui l'ont déjà, permis de conduire pour pouvoir se déplacer à la verticale et dans les airs. Oui, en fait, j'ai redécouvert une personne que j'aime beaucoup en technologie qui s'appelle Sébastien Thrun. Sébastien Thrun, tu l'as dit tout à l'heure, Marjorie, c'est un des pionniers du véhicule autonome. Ce fameux véhicule autonome qu'on nous prédit comme peut-être un paradis pour la méditation à l'avenir, puisqu'on aura moins de stress de la conduite. Là, pour l'instant, on a encore besoin de surveiller la route. Mais Sébastien Thrun, lui, il a mis
mis au point sur Udacity. Udacity, c'est une plateforme d'éducation en ligne, des cours pour montrer comment sont fabriqués ces véhicules volants à l'avenir, ces véhicules qu'on va protéger en cas de choc, un petit peu comme les autotamponneuses, mais il faut imaginer les autotamponneuses en l'air. Surtout, l'idée, c'est de se réapproprier ces véhicules du futur. On sait qu'il y en aura encore pour une bonne dizaine ou une quinzaine d'années. On espère aussi qu'ils seront moins polluants, pour que tout le monde puisse s'approprier ces véhicules à l'avenir. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que ces véhicules du futur, ils auront une empreinte environnementale ou pas? Oui, ils en ont une, mais est-ce qu'elle est la moins Oui, alors là, il y a une initiative, tout ça c'est encore en cours de développement, mais il y a une initiative que je trouve très intéressante, que l'on doit à Beyond Aero. C'est une start-up qui est née à Bordeaux. Eloa Guillotin, une femme ingénieure extrêmement prometteuse. Elle travaille sur un prototype de véhicule qui soit à la fois électrique et qui fonctionne à l'hydrogène. Son nom, c'est Blériot. Blériot, qui a été un aviateur qui a traversé la Manche. Oui, d'ailleurs. Voilà. En fait, on se rappelle, on voit bien qu'on apprend, pas en marchant, mais en volant cette fois-ci, qu'il y aura forcément des accidents. Il y en a eu chez Joby Aviation il y a quelques semaines, mais que c'est très intéressant à suivre ces recherches parce qu'elles nous projettent dans l'avenir. Et puis, même si tout le monde n'aura pas un véhicule volant peut-être trop polluant, peut-être ça va servir à d'autres applications, comme sauver des personnes en situation de détresse. Oui, absolument. Et on continuera à suivre justement ces développements de la mobilité du futur, verticale s'il en est, avec toi. Ça vous tente de vous déplacer dans les airs comme ça? C'est visiblement la mobilité qui arrive demain, je vous le dis comme ça. Solène? Moi, pourquoi pas? J'aime bien tester les nouveaux techniques. Marc? On ira ensemble. Oui, j'ai un vieux rêve qui est plus du côté de la montgolfière, mais... Ah oui. Mais qui est génial aussi. Consiste aussi à monter et à se déplacer verticalement. Pour observer la Terre, ça peut être super. Les ballons, la Terre et l'observation. Et toujours Guillaume Gralet. Guillaume, évidemment, tu restes à nos côtés pour la deuxième partie de cette émission parce que des enfants zen, c'est bien, des enfants heureux à l'école, c'est encore mieux. Est-ce que c'est la recette justement pour pouvoir favoriser de meilleurs apprentissages? On en parle dans la partie 2 du talk tout de suite. Alors, ce bien-être des élèves, est-ce qu'il va de pair avec la réussite scolaire? On a envie de dire oui, mais on parle de quoi exactement quand on parle de bien-être? Eh bien, d'abord, ce bien-être, il est lié aux relations sociales avec la famille et avec les enseignants, à la santé psychologique et au ressenti envers l'établissement scolaire et le sentiment d'appartenance à l'école. D'ailleurs, l'OCDE utilise ces indicateurs clés du bien-être des enfants dans sa comparaison internationale des pays. L'organisation qui combine la qualité de vie scolaire, l'éducation et la santé. Solène, est-ce qu'il faut une certaine qualité de vie à l'école pour pouvoir assurer les apprentissages comme il se doit? Oui. Il en faut une et je pense que c'est un des enjeux des 5 prochaines années. Dans les écoles, on a beaucoup parlé du bien-être au travail et je pense que maintenant, le sujet, ça va être le bien-être à l'école. Et il y a la dernière enquête de l'OCDE de décembre 2021 qui n'a pas encore été traduite en français, mais que je vous invite à regarder, qui montre en fait effectivement une corrélation positive entre le développement de bien-être et les résultats scolaires. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Je pense que jusqu'à présent, on essaye de le travailler avec le prisme d'essayer d'arrêter le harcèlement scolaire. Parce que s'il y a un bon niveau de bien-être à l'école, le harcèlement scolaire va réduire. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres leviers qui peuvent être développés. Par exemple, parler plus d'émotions, aider les enfants à verbaliser leurs émotions. Ça pourrait être une étape. Et il y a beaucoup d'écoles qui commencent à travailler sur la communication non violente. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider à avoir un meilleur niveau de bien-être. Et c'est vrai que bien-être rime souvent avec réussite scolaire dans toutes les études. Harcèlement scolaire et cyberharcèlement qui vont d'ailleurs être grande cause nationale pour la rentrée prochaine, rentrée scolaire 2022-2023. Marc, quand on parle de bien-être, comment est-ce qu'on identifie exactement ce que cela recoupe comme notion pour ces enfants de la maternelle jusqu'à l'entrée en 6e à peu près, puisque c'est le public auquel vous vous adressez? Oui, alors le bien-être, c'est le résultat, comme vous l'avez dit, de plein de paramètres. Ce qui est certain, c'est que c'est un facteur de réussite dans les apprentissages. On n'apprend pas bien si on est stressé, c'est très très clair. Et ce qui est certain aussi, c'est que notre école n'est pas performante sur ce terrain-là. Ça,
C'est une réalité. Parmi les rapports qui viennent de paraître, je pense au rapport Mission Santé Jeune 2021-2022 du ministère de la Santé qui dit, une enquête de terrain, l'école apparaît dans la plupart des entretiens comme un accélérateur du mal-être des jeunes. C'est pas peu de choses. Ça veut dire qu'il faut repenser complètement, en fait, le modèle sur lequel on fonctionne. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale se sont alliés pour déployer justement une enquête. En ce moment même, les premiers enfants sont audités en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer. On audite le bien-être des 3-11 ans. Donc, on aura les résultats de l'étude un tout petit peu plus tard dans le courant de l'année prochaine. Mais se dire que ça y est, on s'intéresse vraiment à la santé mentale, à la façon dont les tout petits et les un tout petit peu plus grands, justement, peuvent s'en emparer. C'est un signe positif, ça, Marc ? C'est un signe très positif que les adultes se soucient du bien-être des enfants. À vrai dire, c'est un signe de bonne santé des adultes, quand même. C'est notre rôle principal. Et pas seulement parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, mais parce que les enfants d'aujourd'hui sont des personnes à part entière. Elles ont droit au bonheur. Et elles dépendent entièrement de nous pour ça. Donc que nous nous posions... D'abord, la première chose, la première bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a maintenant le souci d'évaluer ça précisément. Donc c'est vraiment, je pense, là, dans un contexte qui est difficile post-Covid. On sait que ça a eu une incidence sur le bien-être des enfants en général. La bonne nouvelle, c'est qu'on évalue ça sérieusement, méthodiquement, et qu'il y a une volonté de mettre en place une démarche maintenant pour corriger la situation. La difficulté à laquelle on se heurte, c'est qu'il y a une sorte on va dire, d'analphabétisme général des adultes à l'égard des émotions. On ne les a pas apprises à l'école. Alors, comment on va faire pour demander aux enseignants de les transmettre aux enfants, voilà. Et donc, ça, c'est notre objectif à nous. Ça a été de créer un outil facile à mettre en œuvre dans les classes. Donc, aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 classes, 15 000 enfants qui ont fait le programme Zamizel et qui montrent qu'on peut développer, on peut déployer un apprentissage sans être forcément spécialiste soi-même. On va revenir à la façon dont vous travaillez justement avec ces enseignants, ces enseignantes, ces parents aussi, puisqu'il y a des formules qui sont prévues pour les familles et les enfants, utilisation à la maison justement de Zamizen et de Soft Kids. Mais c'est intéressant ce qu'on se dit là, Solène, parce qu'en France, on découvre que c'est une notion qui est assez récente, cette idée de bien-être, cette idée aussi d'école bienveillante. L'arrêté des programmes de l'école maternelle aborde cette notion depuis 2015, ce qui semble être tard par rapport aux autres pays. Encore une fois, vous avez l'habitude d'observer de très très près. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment en décalage par rapport à beaucoup de pays. Je pense notamment au Canada, moi, avec qui j'échange assez régulièrement. Et en fait, quand on échange avec les enseignants, moi j'interviens aussi en école lors de journées pédagogiques ou avec les enseignants. En fait, ils sont tous au fait que c'est dans le programme, qu'ils doivent y prêter attention, mais ils n'ont absolument pas été formés pour. Donc ça, c'est un des problèmes. C'est qu'il y a une appréhension de leur part ? Bah oui, parce qu'ils ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Et en plus, ce qu'ils disent, c'est que depuis la pandémie, ils ont l'impression d'avoir des enfants qui ont encore moins confiance en eux qu'avant. Alors certainement le fait qu'il y a eu beaucoup d'écoles à la maison ou d'écoles en virtuel. Et en plus, ce qu'ils disent, c'est que... ils n'ont pas le temps de le faire, quoi. Donc, comment rentrer ces compétences qui sont inscrites dans les programmes alors que on a déjà énormément à faire, et à chaque fois c'est exactement le même souci avec les parents. En fait, qu'est-ce qui est le plus important, que mon enfant il ait des bons résultats en maths et donc que je mette le paquet sur les maths maintenant, ou est-ce que il faut que je mette le paquet pour qu'il ait confiance en lui et qu'il se sente bien? Alors moi, ma réponse, c'est je mets le paquet pour... Option numéro 2. Voilà. Bizarrement, je pense que c'est l'option numéro 2. Mais vraiment... Donc, parce que si mon enfant a confiance en lui et se sent bien, eh ben, il aura des meilleurs résultats en maths. Tout simplement. C'est automatique. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette corrélation. On dit qu'aujourd'hui, ces savoir-être sont rentrés justement dans les programmes. Les enseignants déplorent le fait de ne pas forcément avoir le temps de pouvoir les enseigner et consacrer le temps qu'il faudrait à leur juste valeur. Mais est-ce que, justement, la solution, c'est d'aller déléguer finalement un petit peu cette formation
aux soft skills, à la méditation, à des EdTech comme les vôtres? Ça leur fait gagner du temps? Alors, pour revenir sur cette question de trouver le temps de faire les activités, ces apprentissages en classe, la solution, elle est simple en fait. C'est de bien regarder ce qui se passe dans la classe. En réalité, dans la classe, l'enseignant passe de plus en plus de temps à essayer de capter et de maintenir l'attention des élèves. Pourquoi ? Parce que notre monde s'est transformé de manière radicale et que pour les enfants aussi, la prolifération des écrans a abouti à une sursollicitation de l'attention et une très grande difficulté à maintenir l'orientation de l'attention. En introduisant dans le quotidien de la classe des pratiques d'attention, on permet aux enfants de reprendre la maîtrise de leur attention, la maîtrise intentionnelle, et l'enseignant retrouve du temps. Vous voyez, en fait, ces apprentissages, naturellement, vont venir améliorer le quotidien du travail de l'enseignant. Bien sûr. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être travailler sur les soft skills des enseignants et des enseignantes pour leur permettre de libérer du temps, être plus agiles. C'est finalement des vases communicants qui fonctionnent très bien les uns avec les autres. Il faut les former, il faut prendre le temps de former. Moi, je sais que je suis pour des fermetures d'écoles pour avoir des vraies journées pédagogiques pour les enseignants. Moi, je l'ai vécu en crèche. La crèche était fermée 4 jours par an pour que les professionnels puissent se former. Et je pense que comme aujourd'hui, les enseignants ne partent pas en formation parce qu'on n'a pas assez de remplaçants, et une des solutions, c'est de fermer peut-être les écoles un jour par trimestre pour que les enseignants puissent vraiment avoir le temps de se former à tous ces sujets. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Marc, c'est ce que je voyais moi en entreprise. Les gens souvent se disent non, je ne vais pas aller en formation parce que je vais perdre du temps, et ne voient pas que le fait d'aller en formation va leur faire gagner du temps après. Et donc, il y a tout un pan de formation pour les enseignants. Et peut-être se dire que l'investissement dans la formation, ça permet évidemment de gagner en compétences pour l'avenir et d'économiser du temps après. C'est du win-win, si je vous entends bien. Oui. Oui. Et puis on apprend aussi en faisant. Donc le pari qu'on tient avec je dis bien qu'on tient parce qu'on a maintenant du recul, on a fait des évaluations, donc, et c'est une partie de notre travail, c'est de mesurer l'impact, et donc les retours des utilisateurs. Donc on transforme le climat de la classe. On vient vers une classe qui est plus collaborative, une classe qui est plus unie et qui est capable de soutenir son attention. Guillaume. Non, mais quand je vous entends, tous les deux, moi j'ai envie de dire que c'est quand le bonheur, c'est maintenant. C'est pour les enfants, sans écran. Il faut prendre du temps et on apprend en faisant. Alors sans écran, oui et non, parce qu'on utilise quand même des écrans dans les solutions de Solène et dans les solutions de Marc. Oui, mais c'est de l'écran interactif. Il faut bien différencier l'écran passif de l'écran interactif. Et l'écran interactif a des bénéfices. Moi, je vois, j'ai plus d'une centaine de commentaires sur les stores. À chaque fois, c'est j'ai redécouvert mon enfant, j'ai passé du temps avec mon enfant, j'ai eu des discussions qualitatives avec mon enfant. Donc en fait, l'écran redevient un outil qui permet d'avoir une meilleure interaction enfant-parent. Et pour moi, l'écran est un problème lorsqu'il fait écran à la relation enfant-adulte. Que l'écran ne fasse plus écran à ces relations, mais qu'au contraire, ce soit une porte ouverte vers une nouvelle relation apaisée, une relation de bien-être pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants. Merci Marc, merci Solène de nous aider à préparer ces citoyens et citoyennes du futur tout en bien-être. Merci Guillaume, comme d'habitude, pour tes idées derrière la tech et puis pour tes réflexions. On les aime beaucoup sur ce plateau. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour notre épisode de l'École du futur, toujours sur School TV.